J'ai 2 enfants, Raphaël et Isaac, et ils ont 4 et 2 ans, et j'avais pas envie qu'ils voient leur père en mode mou. J'avais envie qu'ils grandissent en voyant leur père en mode passion. Et c'est pour ça que ça s'appelle Colette à la fin. C'est l'anagramme de Telco, c'est pour dire on va changer les telcos à vie. Oui, parce qu'il y a une passion qui est différente. Quand le sujet te touche personnellement, t'as d'autant plus envie de résoudre et craquer le sujet. Mais en vrai, pour moi, c'était un hobby, c'était pas un métier. La première fois, on apprend. La deuxième fois, on comprend. Découvrez Twice, le podcast sur les entrepreneurs qui, après s'être lancés une première fois, ont été assez fous pour le faire une deuxième. Pourquoi repartir de zéro quand on a déjà réussi ? Comment le regard change entre la première et la deuxième entreprise ? Quelles sont les leçons qu'on ne peut apprendre qu'en recommençant ? Dans ce podcast, on plonge dans l'esprit de ces entrepreneurs qui, comme moi, ne se sont pas arrêtés à leur première aventure. Des femmes et des hommes qui ont réussi, échoué, appris et surtout recommencé. Je m'appelle Thibaut Elzière et après avoir lancé Photolia et l'avoir vendu à Adobe, je décide de créer en 2011 le startup studio Exa pour lancer plusieurs entreprises en parallèle avec des entrepreneurs exceptionnels. Aujourd'hui, j'accueille Eduardo Ronzano, le CEO et cofondateur de Colette, la start-up innovante du marché des eSIM, et précédemment le CEO et cofondeur de Keldoc, la solution de prise de rendez-vous en ligne pour les médecins en hôpital. Né à Bilbao dans une famille d'entrepreneurs, il goûte à l'entrepreneuriat et cofonde Keldoc en 2012, lève 700 000 € auprès d'Alven avant de finalement vendre l'entreprise à la Mutuelle Nationale Hospitalière. Il fait ensuite une pause dans l'entrepreneuriat et investit dans plus de 150 startups, dont certaines devenues de gros succès comme Spendesk, Yubo, Memobank, Kill ou encore Lifen. En 2024, la flamme entrepreneuriale s'est ravivée et il cofonde Colette avec Anne-Carole Cohen, l'ex-CMO de Swile, Jérémy Gotland, ex-fondateur de Cajou, et Mehdi Cherabi, ex-fondateur de Spades. Et ils lèvent tous ensemble 5 millions d'euros pour aider les voyageurs à se connecter partout dans le monde. Voilà, on commence le podcast. Effectivement, ça commence bien. Eduardo me dit que je suis stressé. Effectivement, c'est la première fois, c'est beaucoup de premières fois en fait. C'est la première fois qu'on utilise plus ou moins cette salle de podcast dans le nouveau bureau d'Exa. C'est la première fois que c'est moi qui pose des questions plutôt que répondre aux questions. Et c'est la première fois que chez Exa, iFounders, on a une initiative podcast depuis 13 ans. Donc, on est super content. Et je suis très, très, très heureux de le faire avec toi, Eduardo. Eduardo Ronzano, qui sera donc notre premier invité pour un podcast dont on ne connaît pas le nom et dont on connaît à peine le sujet, et qui a bien voulu faire le guinea pig, comme il dit, le hamster ou le cochon d'Inde, avec un peu, il parle parfaitement français avec un petit accent espagnol et très bien anglais. Voilà, donc ça sera peut-être ponctué de locution anglaise. Tu vois, je parle et ça me détend du coup. Je vais pouvoir être. C'est fou parce que normalement c'est la personne qui invite, c'est l'invité qui est tendu, pas celui qui... Exactement. Mais là, pour le coup, tu me rassures énormément. J'ai pas de stress du tout et je sens ton stress parce que c'est ton premier podcast. T'as l'air d'être... Mais en tout cas, je suis hyper honoré. honoré. C'est tout ton premier podcast. En tant qu'invité, non. Mais j'ai jamais été à ta place. Donc, je peux comprendre que c'est stressant. Est-ce que t'as l'habitude de faire des podcasts? Non, je pense que j'en ai fait 2. Ah ouais. EUBC. Et donc en anglais? En anglais. C'est ton premier podcast en français. C'est ton vrai premier podcast en français. Donc je vais sûrement faire des petites fautes en français, vous inquiétez pas. Je suis espagnol, donc le français c'est ma 3e langue, donc soyez indulgents sur mes petites fautes. Si je parlais ma première langue aussi bien que ta 3e langue, je serais déjà très heureux. T'as des podcasts en espagnol toujours pas? Non. Mais si tu veux, on peut faire la fin en espagnol. Est-ce que t'habites à Madrid? À Madrid. Oui, depuis septembre 2022. Voilà. Mais avant, t'as ramené toute la famille? Ouais. Chez toi, à la maison? J'ai réussi à convaincre ma femme, ça n'a pas été facile, une parisienne, une vraie. Mais d'ailleurs, vous revenez l'année prochaine. Ouais, voilà, c'est la négo en ce moment. Ça va être compliqué, mais j'essaye de rester à Madrid, il fait beau, la vie est belle. Et venir à Paris souvent pour te voir, pour voir l'équipe, Et on essaie, on a donc, Eduardo, on se connaît depuis 7 ans, 8 ans. Ouais. Je sais même pas comment on s'est rencontrés. Mais on se connaissait pas beaucoup. On a décidé de faire, de lancer une aventure ensemble, un fonds d'investissement. J'aurais jamais cru, que je lance un fonds. Alors, c'est pas moi qui faisais le boulot, c'est Eduardo surtout, mais on s'est associé avec, 3 autres zigotos. Fred, Nico et Jus, pour lancer un fonds d'investissement qui s'appelait, on le dit à personne, Secret Fund. Il y a, en 2018. 2018. Bon, officiellement 2019, mais on a commencé à investir avant. Avec notre argent.
Et oui, c'était une sacrée aventure parce que c'était un peu informel, quoi. Je me souviens, c'était chez toi. On était en train de faire un apéro. Et on s'est dit, mais pourquoi on lancerait pas un fonds? Et pourquoi pas? Et on s'est mis... Oui, c'est vrai que c'était un peu... Je pense que personne n'avait vraiment l'idée de monter un fonds. C'était plutôt... On c'était tous de notre côté en Business Angel. On n'avait jamais eu même l'idée. Enfin, moi, je voyais ça un peu de loin. Être ici investisseur, c'était pas mon rêve à proprement parler. Donc, je sais pas du tout d'où l'idée est venue. Toi, tu avais un peu de temps. On en reparlera peut-être entre tes deux aventures. La première, il y a quelques temps, et la nouvelle. Mais peut-être qu'avant tout ça, j'ai l'impression, enfin, à force d'écouter Génération Do It Yourself et d'être baigné dans le podcast de Mathieu Stéphanie, j'ai des choses qui reviennent, quoi, tu vois. Donc avant de commencer, peut-être un tout petit peu, on reviendra peut-être sur Secret Fund parce que ça va être, t'auras l'occasion d'en parler parce que ça s'inscrit un petit peu dans ton plan de vie. Et on reparlera du fait qu'on se connaît et qu'on a pas mal, on s'est découvert pendant toute cette aventure. Et on se connaît donc du coup très bien. C'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Eduardo comme premier invité de ce podcast. Podcast sur quel sujet? Alors on s'est posé pas mal de questions. On voulait faire un podcast chez Exa parce que c'est un format qu'on aime bien. C'est un format on aime bien découvrir. On aime bien découvrir pas en lisant des bouquins mais en faisant. Et donc on s'est dit on va faire un podcast, on va y aller. Et on s'est dit que ce qui nous intéressait il y avait beaucoup de podcasts d'entrepreneurs. Et c'est un format qu'on aime bien, c'est un format moi, que j'écoute beaucoup, que ce soit les formats, les podcasts américains ou les podcasts français qu'on a cités, Génération Do It Yourself, et il y en a d'autres. Mais on voulait avoir un angle un peu différent et on s'est dit, on va parler de second time entrepreneurs, des gens qui se sont lancés une fois et qui ont été assez fous, sachant la première aventure pour se lancer une deuxième fois. Donc, et on s'est dit, donc ça va être le sujet du podcast. On n'a pas encore trouvé le nom, ça va arriver. Vous aurez certainement, au moment où vous écouterez, une super belle introduction qui parlera du nom du podcast. Et on s'est dit, attends, mais qui on va inviter? Puis ça a été assez évident. Moi, c'est venu tout de suite. Et j'ai pensé à Eduardo qui va nous raconter, mais qui s'est lancé il y a une dizaine d'années, un peu plus même. Ouais, la première boîte, c'était 2012. Voilà. 2012. Et en fait, la première fois, c'était vraiment de l'inconscience. J'ai rencontré, en fait, la personne qui m'a inspiré, c'était Jean-Daniel Guyot. Parce qu'à l'époque, moi, avant de monter KelDoc, ma première boîte, j'ai travaillé chez Global Equities, qui était un leveur de fonds, qui faisait la levée de fonds pour des startups et du M&A pour des startups. Et là, à cette époque, c'était assez curieux parce qu'il y avait Jean de la Roche-Brochard qui travaillait là-bas. Il y avait toute une petite mafia qui est partie faire d'autres choses. Et je pense que c'était mon premier ou mon deuxième client, Jean-Daniel Guyot. Il arrive avec Capitaine Train en 2010 ou 2011 avec un truc lunaire, c'est-à-dire une application ultra slick, une user experience de malade. Et là, je le regarde et je dis, mais on peut faire ça comme métier. On peut construire un produit tech et créer une carrière autour de ça. Et donc, ça m'a vraiment interpellé parce que avant ça, j'étais un fan de technologie, on peut dire ça. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai eu mon premier ordi, j'ai appris un peu à coder. J'ai jamais été très bon là-dessus, hein, mais à bidouiller. Et ensuite, j'ai eu Internet à 10 ans avec un modem 14K, avec le petit bruit qu'on connaît tous. Mais en vrai, pour moi, c'était un hobby, c'était pas un métier. Et donc, c'est Jean-Daniel Guyot qui m'a fait découvrir ça. Et après, je me suis dit, bon, il faut que je lance une boîte. D'accord, donc ça c'était la première boîte, donc KelDoc. Et pourquoi j'ai pensé à toi? Parce que tu viens d'en lancer une nouvelle, tu vas nous en parler, on va laisser un petit peu, on va teaser un petit peu, et dans lequel d'ailleurs, un disclaimer, j'ai investi, évidemment, d'ailleurs j'aurais investi quelle que soit la boîte dans laquelle que lance notre ami Eduardo, et tu vas nous raconter. Moi je te propose, pour faire un peu les choses dans l'ordre, que tu te présentes, d'où tu viens, où t'es né, qu'est-ce que tu as fait comme études, et après qu'on focus d'une part sur la première boîte. Effectivement, tu as commencé à en parler. Comment est née l'idée, à quel moment, moi c'est une question que je me pose souvent, à quel moment je suis devenu entrepreneur, si tant est qu'on devienne entrepreneur, et qu'après tu nous expliques comment, après avoir fait une première boîte, on décide de se relancer malgré le fait qu'on ait compris à quel point c'était compliqué. Donc on va parler de ce sujet. Donc Eduardo, à toi de jouer, je te laisse te présenter. Donc Eduardo, j'ai 39 ans. Je suis né à Bilbao, au Pays Basque espagnol. Et je suis né dans une famille un tout petit peu atypique en Espagne parce que
Mon papa avait fait le lycée français, ma maman le lycée allemand. Et donc du coup, dès l'âge de 3 ans, ils ont dit bon, vous allez apprendre des langues, moi et ma sœur. Donc lycée américain depuis l'âge de 3 ans, français depuis l'âge de 8 ans, allemand depuis l'âge de 14 ans. Et j'ai juste ein Deutsch. Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich habe 3 Jahre Deutsch gelernt. En fait, ma sœur a marié un Allemand, donc du coup, j'entends de plus en plus l'allemand. Mais c'est vrai que toute la partie, en fait, c'est ce qui m'a rattaché un peu au monde start-up et à monter une boîte, c'est déjà j'avais un grand-père entrepreneur, un père entrepreneur. Mais je trouvais que les business, ils ont créé des business un peu à l'ancienne, industriels. Genre, mon père faisait de la dépuration et désalination d'eau. Un sujet qui ne m'intéressait pas du tout. C'était peut-être la start-up de l'époque. Hein. Oui. Ce qu'il fallait faire il y a 100 ans. Ouais, il est né en 46. Donc ouais, à cette époque-là, tu faisais ingénieur pont et chaussée et tu faisais des autoroutes ou des centrales de d'épuration ou d'autres choses. Mais c'était mon grand-père, en fait. Mon grand-père, c'était un homme très particulier. Lui, il a continué à apprendre au-delà des 60 ans. Donc, il a appris à coder à 65 ans. Il a appris l'allemand à 70 ans. Et en fait, j'étais constamment bombardé de nouvelles technologies, de Internet, le modem. Il y avait les floppy disks 514 de l'époque. Et donc, c'est grâce à lui que je suis rentré dans ce monde de l'informatique au sens large, d'Internet au sens large. Et mes premiers business avant... C'est dingue que ça soit ton grand-père qui t'a fait la basse pour entrer dans ce... Ah non, mais mon père, c'était l'inverse. Mon père, il tapait sur un clavier avec 2 doigts. En mode, comme je le pensais. Donc c'est marrant, hein, ça a sauté une génération. Mais c'est vrai que mon père m'a donné aussi ce goût d'entreprendre. Je voyais la passion. C'est-à-dire, à table, on parlait de son business. On parlait du deal, de comment il allait le gagner. Et donc, en fait, je pense que j'étais pas forcément conscient que j'étais en train d'emmagasiner ça dans ma tête, mais c'est un peu comme un challenge. Le voir entreprendre et voir un peu l'envers du décor de l'entrepreneuriat, la partie un peu moins sexy, quoi, parce que en famille, tu racontes surtout ce qui va pas, hein. C'est rare. On fêtait de temps en temps les succès, mais ouais. Donc, ton père, l'entrepreneur, et ton grand-père, celui qui t'a amené dans le monde de la tech. Exactement. Et après, mon tout premier business, c'était pas Keldoc, c'était vendre de la musique piratée à l'école. Ouais. En fait, c'était génial, ce business. C'était musique piratée, jeux vidéo piratés. Et en fait, c'était vraiment le meilleur business de la Terre parce que... Tu vendais des CD gravés ou des... Tout à fait. Mais sauf que je payais pas les CD, je les piquais à mon grand-père. Le lecteur, le graveur des CD et DVD, c'était à mon grand-père. L'ordinateur aussi. Et tout ce que je vendais, je le trouvais sur Internet gratuitement parce qu'à cette époque, on trouvait beaucoup de choses sur Napster, même sur des sites Internet. Et c'est là où j'ai commencé à voir que, en fait, si on créait quelque chose que les gens ils voulaient, à l'époque c'était quoi? C'était si t'aimais bien les Backstreet Boys, mais t'aimais juste une chanson des Backstreet Boys, bah c'était quand même à l'époque en pesetas, c'était 2000 pesetas, c'était l'équivalent de 12 €. C'était beaucoup d'argent. Par contre, si t'avais dans un CD les Backstreet Boys, les Spice Girls et toutes les chansons que t'aimais bien, là 12 € c'était vraiment pas cher. Et donc, il y avait une stratégie, quoi. C'était pas juste, vends des CD gravés, je vends des packages pour... personnaliser avec les chansons que tu voulais. D'accord. Et si t'avais pas, de mémoire, c'était jusqu'à 14 chansons. Si t'avais pas suffisamment de chansons dans ta tête, donc si t'en avais que 8, je te complétais les highest hits du moment. Et donc, en fait, je te rajoutais, et après, je te faisais quand même le cover joli avec Eduardo's Hits. Je dois encore avoir un CD quelque part de cette époque-là. Et donc, faut dire, on vous mettra le lien vers une photo du CD. Si tant est que ce podcast soit toujours publié, je rappelle à nos éditeurs que c'est un pilote. Mais je pense que ouais, c'est ça ma toute première expérience. C'était pas un vrai business, mais et après, je suis parti faire. Ça, t'étais au lycée français à ce moment-là? Non, j'étais au lycée américain. Au lycée américain. Et donc, t'avais peut-être 16... Entre 12 et 15-16 ans. Ok. Et après, en fait, moi, je voulais partir. Je voulais partir de l'Espagne, je voulais partir de Bilbao.
Et en fait, j'ai décidé de partir en Angleterre, faire mes études d'ingénieur. Et donc, j'ai fait Electronic and Electrical Engineering là-bas. Et en fait, c'était pas ma passion non plus, parce que c'était très hardware, dans le sens où on bidouillait de l'électronique à longueur de journée. C'était faire des circuits, créer des chips. On avait des clean rooms pour créer des chips. Vous avez parlé du jargon anglais, oui. Traduirez. En fait, c'était sympa pour satisfaire sa curiosité de comment les ordinateurs sont faits, parce que c'est vrai que je jouais avec les ordinateurs pendant longtemps. Je comprenais pas forcément ce qui se passait à l'intérieur, pourquoi il y avait un écran, un keyboard, etc. Mais c'était pas ma passion. Et après, je sais pas pourquoi, j'ai fait un double diplôme à Télécom. J'avais un peu une passion. Donc à Télécom à Paris, c'est ça? Techniquement, c'était les Télécoms Bretagne. Bretagne, oui, Télécom. Donc c'était Brest, le NST, non? Le NST, exactement. Donc je me retrouve au fin fond de Brest. C'est une ville qui est super sympa en été, mais en hiver, je ne la recommande pas. Vent à 160 km/h, pluie. Donc c'était assez rigolo. T'étais où en Angleterre avant? À Londres. À Londres. Ah, sûr. Donc Bilbao, Londres, puis Brest. Tout à fait. D'accord. Puis Londres, puis Rennes, puis Paris. Ah oui, t'as fallu un peu de temps jusqu'à chez nous. C'est marrant, j'ai découvert la France provinciale avant de découvrir la France un peu parisienne qui n'a pas grand chose à voir si tu compares à ce que tu vis. Mais en tout cas, c'était une expérience de dingue de venir en France, parce que déjà je connaissais pas le modèle de faire la prépa et ensuite rentrer en école. Mais ce que j'ai découvert, c'est en venant de Londres, des classes où il y avait des gens hyper forts en maths, hyper forts en physique. Il y avait un niveau quand même qui était globalement assez impressionnant par rapport à l'Angleterre, quoi. Mais par contre, sur des sujets très spécifiques, de réseau, de électronique, ils étaient pas forcément formés, parce que l'éducation était très généraliste. Et voilà, et après, j'ai fini Télécom, donc j'ai fait un diplôme en Angleterre, un diplôme en France. Ensuite, je suis rentré chez Accenture pendant 6 mois. J'ai détesté Accenture. Vraiment, c'était pas pour moi. C'était très processé. Il y avait aucune spontanéité dans le job. Il y avait pas d'innovation. Il fallait juste suivre les process. Et c'était pas fait pour moi. Je pense que je suis un petit rebelle. Ouais, des PowerPoint, des Excel, des formules. Formation à la stack Microsoft. Exactement. C'était très fort. C'est important dans les salles. Et après, je suis rentré à l'ESCP. En fait, j'ai collecté quand même les diplômes. Je vois. Je connaissais pas tout ça. Ouais, mais c'est à l'ESCP. Tu te cherchais un peu. Ouais, je me cherchais même complètement. J'avais quoi, 32 ans, hein? Non, j'avais, en fait, j'ai fini les 2 diplômes à 24 ans. D'accord. Et après l'ESCP. Fait un master, du coup, un master à l'ESCP. Master entreprendre ou master? Non, c'était un master in European Business. Ok. 6 mois à Paris, 6 mois à Londres. Okay. Donc encore une fois, ping-pong entre la France et l'Angleterre. Et pendant le master, bon, j'ai appris un peu la base du marketing, la finance, tout ça, mais très vite, il y avait tout le monde qui voulait soit rentrer chez McKinsey, soit rentrer chez Goldman Sachs. Aucune de deux me plaisait. Et en fait, j'ai fini à faire la levée de fonds pour des startups tech chez Global Equities. Ce qui était assez innovant pour l'époque, finalement. On était en quelle année, là, à peu près? Là, c'était 2019. Non, pardon, 2009. Oui, 2009. 2009, je rentre avec Pascal Mercier. Ouais. Et en fait, c'est là où je découvre vraiment la tech. C'est-à-dire, encore une fois, à cette époque-là, peut-être qu'on utilisait Google, mais pour moi, c'était assez abstrait. Donc, leveur de fonds, tu faisais donc le passe-plat, si je puis m'exprimer ainsi, entre les entrepreneurs qui cherchent de l'argent et les fonds qui cherchent à investir. Tout à fait. On recevait des entrepreneurs qui avaient souvent un vrai produit et un vrai business, mais qui, comme dirait Pascal Mercier, qui était le boss, notre travail était de bien marketer leur société. C'est-à-dire de poser toutes les questions et de sortir les pépites, les joyaux, la meilleure façon de présenter cette société auprès des investisseurs pour donner envie
et avoir le maximum d'offres, la meilleure valo, le meilleur montant, etc. Et le modèle était que eux, ils prenaient une commission. Et ça avait d'autant plus de sens à cette époque-là que l'écosystème était peu mature. Donc du coup, d'une part, les VC ne trouvaient pas forcément ou n'avaient pas forcément accès aux entrepreneurs, et les entrepreneurs ne savaient ni comment trouver des fonds et n'avaient ni accès aux VC et ne savaient pas du tout comment faire, quoi. Donc Exactement. je trouve qu'il y a de moins en moins de légitimité, en tout cas à Sage, pour ce genre d'intermédiaires, d'ailleurs, qui n'ont jamais existé ou très peu à ces niveaux aux États-Unis. Mais à cette époque-là, c'était essentiel. Exactement. Et moi, je suis rentré un peu par hasard là-bas. C'était plus, je me souviens, j'ai fait un entretien avec un gars qui s'appelle Guillaume Teboul. Je sais pas si tu l'as croisé de Cambon. Et j'ai trouvé qu'il avait une énergie de dingue. Et au bout de 2 jours, il me met devant des... C'est lui qui t'a séduit. Ouais. Je me suis dit, ok, je veux le suivre. Et en fait, grâce à lui, je rentre dans cet écosystème. Je commence à rencontrer des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs nous pitchaient pour qu'on fasse la levée de fonds pour eux. Donc en fait, on était un peu à la place de VC sans mettre de l'argent. L'idée c'était, est-ce qu'on prend le commitment de travailler au succès, parce que ils ne payaient pas un retainer ni quoi que ce soit, c'était vraiment au succès, pour cet entrepreneur pendant une durée de 4 à 6 mois. Et en fait, il y avait des boîtes quand même qui étaient pas du tout tech. C'était des boîtes, on a levé pour des boîtes qui faisaient des dameuses pour la neige, quoi, pour le station de ski. C'est pas la boîte dans laquelle Marc Simoncini a investi, oui. Aztec. Mais on avait aussi des gars comme Jean-Daniel Guyot qui venaient avec un produit qui était lunaire, qui était... Donc c'est ce que tu nous expliquais au départ. C'est un peu comme ça qu'est née la flamme chez toi, la flamme, l'envie d'entreprendre. C'est cette rencontre avec Jean-Daniel Guyot qui vient vous sonner à votre porte avec une application qui était Capitaine Train de l'époque. Exactement. Et tu as été séduit par le personnage, par le... Tout, en fait. Déjà, il nous montre le produit. Et moi, je prenais des trains avec l'appli Voyage SNCF. Je trouvais que l'expérience n'était vraiment... Ça, si on considère qu'aujourd'hui, elle n'est pas géniale, imagine-toi en 2010, quoi. Donc, en fait, il vient avec un produit qui est incroyable, qui, en quelques clics, t'as ton billet, il conserve tous tes détails pour la prochaine fois, tout est propre, tout est clean, le design super beau. Et un peu le personnage qui avait une vision de disrupter ce marché et de créer la plateforme où on réserverait tous les billets au niveau européen, que ça soit avec Trenitalia, la Renfe, Deutsche Bahn, la SNCF. Il avait cette vision pan-européenne dès le départ, quoi. Et en fait, ça coïncidait aussi, il y avait un why now hyper important. Donc, pourquoi est-ce qu'on monte ce business en ce moment? C'est que la régulation européenne venait de interdire à ces compagnies ferroviaires de contrôler à 100% la distribution des billets. Ils étaient obligés de avoir d'autres distributeurs de billets. Et donc, en fait, il arrive très, très tôt dans ce process-là. D'ailleurs, il a dû se battre avec SNCF, avec les régulateurs. Il a été quand même, je sais pas, il y avait un truc, il y avait une passion qui transmettait Jean-Daniel, qui m'a, où vraiment c'est rentré un peu dans mes veines et dans mon corps et je me suis dit, j'ai envie de trouver un projet qui m'énergise de cette façon et que j'ai envie de défendre autant que lui le défendait. On sentait que c'était son bébé, quoi. On sentait que c'était vraiment une création importante pour lui. Et après, donc il a allumé une petite flamme et de fil en aiguille. Et en fait, ouais, c'était une flamme de dire, ok, je veux monter une boîte. Ça, c'est sûr. Maintenant, et en fait, je ne conseille pas du tout aux gens de suivre justement ces étapes-là, parce que normalement, quand on veut monter une boîte et qu'on est un peu obsessionné par le fait de monter une boîte, et ça part pas d'une idée, ça part pas de quelque chose qui nous prend par les tripes, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je pense que ma première boîte, je cherchais quelque chose à faire. Et donc, je me suis dit, ok, je veux quelque chose dans lequel je crois, où je pense que je peux monter une grosse boîte à terme, et qui a une valeur sociétale. C'était les 3 choses principales. Et tu veux dire que c'est une démarche un peu opportuniste? Tout à fait. Et ce que tu aurais préféré, c'est que ça vienne du fond de toi, de tes tripes, d'un problème que tu as rencontré. Okay. Exactement. Et tu penses que les meilleures boîtes viennent de problématiques
qui touchent les entrepreneurs plutôt que d'opportunités à saisir que tu pourrais trouver un peu de manière systématique en analysant le marché, quoi. Oui, parce qu'il y a une passion qui est différente. Quand le sujet te touche personnellement, t'as d'autant plus envie de résoudre et craquer le sujet. Et sinon, au tout début, ça paraît une bonne idée. On dit, OK, c'est opportuniste, je peux monter une super boîte là-dessus. Mais très vite, quand les difficultés arrivent, et tout entrepreneur sait que les difficultés arrivent, et une boîte, il y a autant de hauts que de bas. Je dirais même qu'il y a souvent beaucoup plus de bas, et ils sont très durs psychologiquement. Au moins, on a cette passion, cette envie de résoudre le problème qui te donne l'énergie pour continuer, te donne l'énergie pour rien lâcher et avancer. Et donc, du coup, ouais, KillDoc, c'était un peu ça, c'était... Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, t'es chez Global Equity, tu rencontres Jean-Daniel Guyot, tu tombes complètement amoureux du personnage et tu découvres ton vrai entrepreneur, ton premier vrai entrepreneur de la tech passionné. Et là, quoi, tu démissionnes, Là, je me mets à chercher des idées. D'accord. Première étape. Comme la plupart des gens. Et je trouve une idée qui me semble pas mal sur papier, sans connaître rien au secteur. C'est-à-dire, c'était dans la santé. J'avais jamais travaillé dans la santé de ma vie. Je connaissais rien. J'avais pas de médecin dans ma famille. Vraiment, je pense que c'est une bonne idée de créer une plateforme pour que les gens puissent prendre rendez-vous chez leur médecin. Donc, c'est ça la première idée. Ouais. Donc, c'est ce qu'a fait Doctolib existait déjà ou... Non, à l'époque, il y avait, en fait, on a tous un peu copié un modèle américain qui s'appelle ZocDoc. Et ZocDoc, je crois qu'ils sont lancés en 2010 ou 2009. Et à l'époque, ça avait des gros montants, ça devenait vraiment une des success stories US. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est une super idée. Par contre, il faut l'adapter au marché français. Parce que aux États-Unis, le médecin a le droit de faire du marketing. En France, c'est pas le cas. Aux États-Unis, c'est chacun qui paye son médecin ou c'est la mutuelle qui paye le médecin. Ici, il y a un système de santé qui est globalement au moins payé en partie par l'État. Et donc, il y avait tout un tas de différences. Et après, il y avait toute la partie tech de gestion de données, données de santé qui sont très sensibles, que l'État avait déjà créé une régulation spécifique où il fallait héberger ces données dans des hébergeurs agréés de données de santé. Donc, il y avait tout un tas de spécificités. Et l'idée, c'était de créer le calendrier, le système de réservation des médecins. Donc, en fait, c'était à la fois créer, on peut dire, un Google Calendar plus côté médecin. Et une plateforme de réservation côté patient, dans laquelle on pouvait dire, je cherche un médecin généraliste, je cherche un dentiste. Et on pouvait, de façon instantanée, regarder les disponibilités, prendre rendez-vous et... Moi, je pensais que tu arrives dans un deuxième temps, ça. Donc, en vérité, vous êtes arrivé, toi, ZocDoc, KillDoc et Doctolib, avec les deux systèmes en parallèle. Le SaaS, c'est-à-dire l'application pour les médecins pour pouvoir gérer son calendrier, et en même temps, la plateforme qui permet à n'importe qui de réserver son médecin. D'accord. Tout à fait. Mais par contre, la principale différence, c'est que il y a eu beaucoup d'acteurs dans ce marché. Je me suis lancé dans un marché et je pense que on a levé. Donc, on s'est lancé en 2012, avril 2012. On a quitté. Donc, en fait, j'ai pas dit ça, mais ça, j'ai pas tout raconté. Mais en gros, j'ai eu l'idée. Je cherchais un cofondateur. Donc, j'ai trouvé un cofondateur qui était Nicolas Douet, qui était un très bon ami de Télécom, qui était lui chez Accenture. Et qui avait fait pas mal de projets informatiques en tant que chef de projet. Il n'était pas du tout CTO ni développeur, mais pour moi, c'était lui qui créait les projets. Donc vraiment, c'est là où on voit l'amateurisme aussi du moment, c'est que ni lui ni moi on savait ce qu'on faisait, mais on avait envie de le faire. Et en fait, c'est un peu comme sauter dans un bateau et se dire on va aller là-bas, je sais pas naviguer, mais je vais apprendre en faisant. Et donc, en fait, le début a été relativement encourageant parce qu'on est allé voir des médecins, des dentistes, ils ont adopté la solution. Vous avez fait une première levée de fonds à ce moment-là? Non. Au tout début, on a chacun mis, je pense que on avait chacun économisé 50 000 euros. On a mis 100 000 euros sur la table et on a commencé avec ces 100 000 euros.
À développer une première version. Développer une première Faire version. développer. Donc, Ouais, parce qu'au début, on avait pris une agence de développement et après, on a trouvé notre CTO et cofondateur, Frédéric Malamitsas, qui dès qu'il est arrivé, là, on est devenu une vraie startup dans le sens où clairement, être une startup tech sans CTO, c'était un peu n'importe quoi. Mais ce qui n'était pas si évident que ce que ça donnait aujourd'hui dans un monde, dans un écosystème beaucoup plus mature, on sait exactement la secret sauce pour créer une startup. C'était pas le cas il y a maintenant quasiment 12 ans. Quoi. Ouais. Bah, il y avait pas de contenu, il y avait très peu de blogs qui parlaient de tech, qui parlaient de comment créer une boîte, des core skills, de qu'est-ce qu'il faut. En fait, YC existait à peine, c'était le début. c'est ça. YC à l'époque, tu sais YC, les gens ils te regardaient bizarre. Et même toutes les boîtes tech, il y avait un peu parce qu'il y a eu l'année 2000, bien évidemment, un peu découragé tout le monde sur le monde des startups. Et après, il y a eu quand même une période où c'était pas très cool. Moi, quand je disais aux gens de l'ESCP que j'allais monter une startup, ils me disaient, ah, tu vas être freelance ou c'est quoi? Je comprends pas. Pourquoi tu vas pas travailler dans une banque ou chez McKinsey ou Ils veulent pas tout chez McKinsey, donc du coup c'est peut-être ça. Mais ouais, donc En 2012, vous commencez donc vous êtes trois associés, vous développez votre propre app que vous autofinancez et vous commencez à aller voir des médecins et à installer KelDoc chez les uns et les autres. Et en fait, quand même assez rapidement, on arrive à convaincre une 50aine de médecins. Et là, je pars en levée de fonds et je me souviens, c'était Jérémy Usan qui était chez Alven à l'époque, qui me fait une term sheet. Alors, les term sheets à cette époque, c'était pas ce qu'on a connu les dernières années. Je me souviens encore des termes. J'avais levé 700 000 euros à une valo de 2 millions près. D'accord. Avec un droit au super prorata à 40%. En fait, à cette époque-là, c'était vraiment c'était pas l'écosystème qu'on voit aujourd'hui où il y a une certaine concurrence côté VC. T'étais déjà très très content d'avoir une term sheet et que quelqu'un veuille te financer. Et à partir de ce moment-là, vraiment tout a changé dans la boîte. En fait, on a décidé de pivoter au B2B. Au début, on allait voir que les médecins de ville. Et on a décidé de pivoter pour aller voir que les hôpitaux publics. On a changé un peu le produit parce que dans les hôpitaux publics, il y avait un serveur central avec tous les agendas, mais qui était sur place. C'était pas un serveur cloud. Donc, ça veut dire que le serveur était physiquement dans l'hôpital. Il fallait qu'on ait un plugin dans ce serveur qui venait remonter toutes les informations du serveur de l'hôpital à notre base de données pour ensuite montrer aux patients les disponibilités et pouvoir gérer les prises de rendez-vous. Pourquoi vous n'avez pas persévéré parce que c'est facile à dire aujourd'hui, hein, quand on voit le succès de Doctolib, on se dit que le secret, la martingale, elle était du côté des médecins libéraux. Pourquoi vous n'avez pas persévéré dans ce sens-là? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a regardé on a commencé à scaler un tout petit peu ce qu'on appelait le B2C, qui était la médecine de ville, quoi, les médecins indépendants qui avaient leur cabinet en ville. Et très rapidement, on a vu que le coût d'acquisition d'un client était de 1500 €. Et derrière, il y avait une telle concurrence parce qu'il y avait Doctolib, Mon Docteur, Page Jeune Doc, Rendez-vous médicaux et Doc Avenue et KelDoc. Il y avait 6 acteurs qui avaient levé. Sur le marché français. Et ils avaient tous, juste le marché français, ils avaient tous levé au minimum 1 ou 2 millions d'euros. Donc autant te dire qu'il y avait une pression sur les prix. L'abonnement Doctor, à cette époque, il est donné gratuit. Ou à la limite, gratuit pendant 6 mois, puis 50 € par mois. Donc la payback period, c'est-à-dire le temps qu'il te faut pour payer ton coût d'acquisition client, était de 2 ans et demi. Et donc, je me souviens de discuter avec Jérémy et lui dire, bon, est-ce que t'es serein pour qu'on scale ça? Et il me disait, bon, c'est quand même, ça, il va falloir quand même qu'on soit un peu plus efficace. Et moi, je voyais pas comment on pouvait baisser ce customer acquisition cost. Après, ce qu'on n'avait pas tout à fait compris, c'est la stickiness. Parce qu'en fait, un médecin qui change d'agenda, qui passe d'un agenda papier à un agenda digital à toi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le médecin, son agenda, c'est l'élément de travail central.
tu touches à son agenda, tu le tues. Parce que quand tu appelles le médecin, tu dois pouvoir prendre un rendez-vous, il doit connaître ses disponibilités, il doit savoir. Et donc, en fait... Et il est enfermé pour les semaines d'après, donc il n'y a plus un moment où il peut changer de solution, il peut trouver une autre solution. En réalité, et lifetime value, c'est-à-dire ce que te rapporte, la valeur que te rapporte le logiciel sur un temps très long, est beaucoup plus grande en réalité que ce que tu imaginais. Et donc, tu aurais pu dépenser beaucoup plus que ce que tu imaginais pour pouvoir acquérir ton... S'il y avait quelqu'un qui était vraiment partant pour financer pendant 5 ans toute cette partie-là, après, très sincèrement, heureusement qu'il n'y avait pas quelqu'un, parce que Stanislas, sur ce jeu-là, sur le fait d'être bon au commercial, développer du field sales, donc Stanislas, c'est le patron de Doctolib, il était le number one. C'est-à-dire que jamais j'aurais pu être au niveau de sa connaissance et son exécution côté commercial field sales. D'ailleurs, lui, il venait de passer, je pense, 3 ou 4 ans chez Otium, mais dédié à la fourchette. Et donc, il faisait la même chose côté commercial, mais pour les restaurateurs. Donc, il était... C'était rodé, quoi. Ah, mais il était un rouleau compresseur. Il était très, très fort. Et je pense qu'on aurait perdu la bataille. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'acteurs. Les autres acteurs qui se sont concentrés sur le B2C. On les connaît plus, ceux-là, hein, et tout le monde est parti. Ils sont plus là. Alors, du coup, vous, on est en 2012. Ça a duré combien de temps, l'aventure, en tout et pour tout? Donc, on a monté la boîte en avril 2012. On a revendu la boîte en décembre 2015. D'accord. Donc, 3 ans et demi après. Okay. En fait, il y avait vous avez levé une fois? On a fait, une levée avant 2 tranches. Avec Alven, du coup, avec Jérémy. Et en fait, quand on a vendu Keldoc, on avait le sentiment qu'on avait déjà commencé à craquer le sujet des hôpitaux, qui était un sujet à part vraiment différent de la médecine de vie. Mais il y avait plein de raisons pour lesquelles moi je voulais vendre. C'était vraiment des raisons personnelles. Mon papa a été très malade pendant toute cette histoire. Il était greffé du cœur, gros cancer. Donc je passais mes week-ends à l'hôpital, la semaine à l'hôpital à vendre Keldoc un peu partout. Et quand il est décédé en avril 2015, j'ai vendu la boîte en décembre 2015. Donc il y avait vraiment un truc aussi j'avais besoin de sortir des hôpitaux, de digérer la mort de mon père qui a été assez douloureuse. Mais en vrai, il y avait un boulevard, quoi. Il y avait vraiment un boulevard, et il y a encore un boulevard. Sur la partie hôpitaux, donc, clairement, heureusement que tu étais sorti de la compétition avec Doctolib parce que tu n'aurais pas pu gagner. Par contre, sur la partie hôpital, vous étiez en train de craquer le marché. Aujourd'hui, Keldoc, le groupe qui nous a racheté, c'était la Mutuelle Nationale Hospitalière. Ils ont pas signé beaucoup d'hôpitaux après le rachat. Et aujourd'hui, Keldoc, il doit faire 15 millions d'euros d'ARR, à peu près. Donc, il y a toujours Keldoc. Ah oui, il existe toujours. A été un des 2 acteurs officiels. Vous avez gagné un peu d'argent, les VC ont gagné un peu d'argent. Oui, les VC, il y avait Oleg, ton cofondateur, qui était au capital. Je me rappelle. Je pense que je me souviens plus exactement du multiple, 4 ou 5x en 3 ans et demi. Donc, c'était pas mal. Alven a investi sur le valo de, on a dit 2 millions. Et ils sont rendus sur le valo de 10 et quelques, donc qui sont sortis gagnants dans l'histoire. Exactement. J'imagine qu'ils attendaient bien plus, mais... Oui, mais c'est en fait en TRI, tu connais les fonds. C'est soit le TRI, c'est-à-dire si tu arrives à générer un retour sympa en peu de temps, ils sont contents quand même. Et après, ils se disaient, c'est quoi les alternatives aussi? Parce que au moment où nous on a vendu, Doctolib venait d'annoncer, donc nous, on a vendu en décembre 2015. Doctolib, si ma mémoire est bonne, en septembre 2015, a annoncé une levée de 28 millions avec Axel. Ce qui est énorme et ce qui était encore plus gigantesque. Cette époque, c'était la levée de l'année, quoi. Ouais. Vraiment. En Europe. Ouais. C'était quelque chose d'incroyable. Marquant. Et franchement, chapeau bas, parce que c'était pas gagné de convaincre les VC, de leur dire, à la fois, je pense, Philippe Botteri d'Axel et à la fois Stan, d'arriver à croire que ce produit était tellement sticky, la lifetime value du user allait être tellement longue
que ça méritait l'investissement initial et ça méritait ce risque parce qu'il y avait un risque énorme, quoi. Tu pouvais te dire. Ils n'avaient pas assez de recul pour pouvoir vraiment avoir de la data qui aurait permis de faire la bonne équation, quoi. Bah, tu le sais mieux que moi, le SaaS en 2012, c'était quelque chose qui émergeait, mais qui n'avait pas encore toute la littérature qu'on a aujourd'hui, toutes les ratios, la façon d'évaluer le business. Tout ça était un peu, on commençait à sortir les mots comme le churn, mais en fait, il n'y avait pas je dirais qu'il y avait pas la connaissance de ce modèle qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est vrai que Axel et notamment Philippe Botteri étaient un peu en avance de phase sur le sujet. Ils étaient nourris par, je dirais, l'écosystème américain et ils connaissaient tous ces chiffres que peut-être les VC français, les autres VC français ne connaissaient pas, quoi. Donc, il avait un avantage concurrentiel de facto pour pouvoir apprécier la qualité du deal. Et donc, juste pour comprendre, donc 3 ans et demi après, tu vois que toi, tu es dans une mauvaise passe, tu es en train de perdre ton père, c'est très douloureux. Tu sens plus le business. Qu'est-ce qui fait que plus passionné, tu disais, tu t'en parlais un petit peu au départ, peut-être qu'il te manquait aussi cette petite passion, cette petite... Ah, mais très sincèrement, j'avais marre de parler avec des médecins, j'en avais marre de parler avec des hôpitaux, j'avais marre de passer ma vie dans des hôpitaux parce que j'avais encore des souvenirs de mon père qui revenait à chaque fois que je rentrais dans un hôpital. Parce que ça a été quand même une mort très douloureuse où mon père il disait, j'ai envie de mourir. Et donc en fait, je rentrais dans les hôpitaux et j'avais encore des espèces de flashbacks à ces moments hyper douloureux. Je me suis dit, pour ma santé mentale déjà, c'est fini. Et après, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de passer 5-10 ans encore à faire de l'hôpital? Et décision rationnelle que tu as prise, quand même rationnelle et nourrie par tes émotions, d'arrêter. Donc 2016, tout début 2016, tu te retrouves à avoir vendu ta boîte. Il se passe quoi dans ta tête? T'as envie de repartir, t'as envie de relancer quelque chose, t'es fatigué, t'as envie de découvrir autre chose. T'en es où? Tu te rappelles Oui, je me souviens très bien parce que j'ai eu une discussion avec ma mère. Ma mère a toujours été quand même... j'ai une mère basque et les mamans basques, elles sont très... cash. Elles disent exactement ce qu'elles pensent, sans filtre. Et moi, je lui ai dit, j'ai envie de remonter une boîte. Et c'est elle qui m'a dit, je te sens pas trop. Pour monter une boîte, il faut quand même avoir beaucoup d'énergie, avoir beaucoup d'enthousiasme pour séduire les employés, les cofondateurs, les VC. Et je sens pas que tu sois dans cet état d'âme. Et donc, en fait, je pris quand même ce signal et j'ai suivi ses conseils. Et donc après, je me suis posé la question. Bon, j'avais un petit paquet de pognon. J'avais pas forcément des goûts de luxe à cette époque. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire qui n'est pas entreprendre. T'avais 29? Ouais, j'avais 29 ans. 30 ans, ouais, c'est ça. Et donc c'est là où non, 30 ans. Oui, parce que c'était décembre. Ouais, juste 30 ans. Et je me suis posé la question et je me suis dit, peut-être que je devrais investir dans les entrepreneurs et essayer, ne serait-ce que de passer le peu de connaissances que j'avais assemblées pendant que j'avais construit Keldoc. La plupart des connaissances que j'avais, c'était les choses à pas faire. C'était toutes les choses qu'on avait essayées et qui avaient échoué. Et donc c'est là où je me suis dit, ok, je veux commencer à investir dans les startups. T'avais été leveur de fonds. J'avais été leveur de fonds. T'avais été entrepreneur. Il te manquait une corde à ton arc. Exactement. Et après, c'est ça, justement, ça aussi, ça a aidé beaucoup parce que j'avais le réseau des VC. Je connaissais beaucoup de VC et beaucoup d'investisseurs. Je savais parler le langage de l'entrepreneur parce que je l'avais fait moi-même. Et donc, en fait, assez naturellement, je me sentais bien. Je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai commencé, je pense que j'ai vu entre 2016 et 2018. C'est là où on a commencé à passer un peu de temps ensemble en tant que BA. Je me souviens, on avait fait quelques deals ensemble. Mais moi, j'ai dû voir 1000 boîtes entre 2016 et 2018. Et j'ai investi dans 30. Et j'ai eu beaucoup de chance. C'était une période, comme tu sais, parce que tu étais aussi investisseur à cette période. Qui était très tôt, par ailleurs. Ouais, mais c'était les premiers, en France en tout cas, c'était, on parlait pas encore à peine de Business Angel. On était très peu, à rencontrer des startups. Tu les comptais avec je pense, les deux mains, t'avais à peu près l'écosystème.
Mais les valos étaient hyper faibles. Le talent, il était là parce qu'il y avait déjà un certain nombre de startups qui avaient eu des employés qui étaient assez formés et qui partaient monter une nouvelle société. Bah, c'est le cas, par exemple, de Spendesk, qui est une boîte Texa. Rodolphe venait de Drivey, avait passé longtemps chez Drivey et ensuite, il monte Spendesk. Nouvelle génération d'entrepreneurs qui avaient été formés et nourris dans la première génération d'écosystème. Et franchement, les valos qui proposaient en levée de fonds à cette époque-là n'étaient pas du tout corrélés avec la maturité des entrepreneurs que tu avais. C'est-à-dire, ce même entrepreneur, tu le prends au UK à cette époque-là ou aux US, il aurait potentiellement levé à 2, 3 ou 4 fois la valeur. Et donc, en fait, il y avait une opportunité à investir en Europe plutôt qu'ailleurs. Exactement. Et en France particulièrement. Parce qu'en France, il y avait cette particularité où il y avait plein d'ingénieurs hyper forts. Ça commençait à devenir un peu cool. C'est-à-dire qu'il y avait un petit changement où dans les écoles d'ingé, dans les écoles de commerce, il y avait ce 5-10% qui disaient, moi, je veux pas de McKinsey, je veux pas de Goldman Sachs, je veux monter ma boîte. C'était un peu le rebelle, mais ça commençait. Et donc, en fait, voilà, T'as été quoi tes beaux investissements J'ai fait Spendesk en Précide, j'ai fait Cowboy Bikes, j'ai fait quoi? J'ai fait Livestorm, on a fait ensemble Livestorm. 3 là d'ailleurs, on a fait ensemble. Ouais. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait Yubo. Ouais, j'ai fait aussi. On a fait plein d'investissements ensemble. Miro qui a eu ses hauts et ses bas, mais selon l'aventure n'est pas finie, je crois. Voilà, elle continue encore. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait j'en ai plein. Taster. Okay. Avec Anton qui est devenu je pense la dark kitchen la plus successful dans laquelle Travis Kalanick a investi, dans laquelle William Shu de Deliveroo a investi, est devenu vraiment une super boîte et je suis rentré à une valeur de 2 millions d'euros pré-monnaie. Ce qui est inconcevable aujourd'hui. C'est impossible de trouver des deals comme ça. Donc 2016, 2018, 1000 boîtes rencontrées, 30 investissements, tu deviens business angel professionnel. Et là, il se passe quoi? Si on peut appeler ça comme ça. C'est le moment où finalement on se rend compte que on investit souvent ensemble et on parle de cette histoire de fonds. Et toi, aujourd'hui, à ce moment-là, tu es disponible. Et tu dis, écoutez les gars, montons un fonds ensemble et c'est moi qui vais le gérer. Et c'est comme ça qu'on s'est tous retrouvés. Autour d'un apéro chez toi, avec Nico Sickman, Fred Montagnon et Julien Romanetto. Et en fait, à la base, je me souviens encore, il y avait... En fait, je pense que notre but n'était pas forcément de gérer l'argent de tiers, parce que même Secret, c'est un fonds de 20 millions et je pense que à nous 5, on a mis à peu près 5 millions. Donc en fait, il y avait 25% de GP commitment qui venait de nous. Ce qui, pour un fonds, c'est énorme. Normalement, c'est plutôt du 2 à 10% le maximum. Je crois que c'était, d'ailleurs, on voulait mettre davantage et on n'a pas pu mettre plus, hein. Exactement. Ouais. Parce qu'il y avait, il y a une règle pour être un FPCI, pour bénéficier des avantages fiscaux. Tu te rappelles l'idée d'où est venu le nom? En tout cas, le concept de Secret Fund? Ah non. Vas-y. Moi, je me rappelle qu'on s'était dit qu'on venait de nulle part, qu'on n'avait aucune marque et qu'on n'avait aucune chance d'être visible. On n'avait pas d'ailleurs les moyens de se rendre visible et on savait très bien que pour qu'un fonds et que la plupart des marques fonctionnent, il faut qu'elles soient remarquables. Qu'on s'est dit qu'on allait jouer la carte du secret et que c'était la seule manière de se rendre visible, ça serait potentiellement d'être invisible. C'était ton idée, je me souviens. Et c'est comme ça qu'on était parti avec cette histoire de Secret Fund qui et du coup sans site web, on avait refusé de faire une adresse, des adresses mail. On n'existait pas en fait. Et finalement, ça a bien le concept a bien fonctionné. Donc tu t'es retrouvé, donc on monte le fonds et tu te retrouves finalement après pendant un nouveau entrepreneur, hein, puisque alors c'est pas l'entrepreneuriat à proprement parler, tu vas nous en parler comme tu fais dans cette nouvelle aventure, mais c'est tu te remets un peu, tu retrouves de l'énergie. Ouais. Ta mère t'aurait dit quelque chose qui se passe et tu reprends un peu du poil de la bête en te disant je veux plus juste être un business angel, mais je veux faire quelque chose, créer un fonds. Je pense qu'il y avait plusieurs trucs. Il y avait, en tant que business angel, on nous maltraitait un tout petit peu dans les cap tables. Souviens-toi, on te mettait dans un mini pacte, on t'enlevait les droits. Et en fait, il y avait cette envie de dire, OK, et si on crée un réseau
d'entrepreneurs qui montent un fonds et investissent en pré-seed au tout début dans des sociétés qui nous semblent, tu vois, où il y a une super équipe qu'on pouvait juger, on pensait en tout cas qu'on pouvait juger très bien parce que nous aussi on était des entrepreneurs. Donc pour juger vraiment une boîte early stage, ce qu'on juge c'est surtout l'équipe et à la limite un peu l'idée, mais surtout l'équipe. Et en fait, on pensait être capable de faire ça. Et moi, ça m'a, je sais pas, il y avait quelque chose. C'est vrai que en investissant en tant que BA, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas être investisseur, ça peut être drôle, c'est marrant, tu touches à plein de sujets différents. T'as pas non plus ce poids d'avoir juste une boîte qui est ta vie et en fait, maintenant que je le regarde un peu à posteriori, je pense que ce que je ressentais, moi je compare, je fais toujours l'analogie du boxeur et du coach du boxeur. Le boxeur, il rentre dans le ring et il se prend des punches dans le visage, dans le corps, donc il ressent l'aventure d'une façon assez accentuée. Le coach, c'est pas qu'il ne ressent pas ça, il le ressent, mais disons de façon très atténuée. Et en fait, c'est ça que je sentais en tant qu'investisseur. Je sentais que j'étais quand même hyper disponible, j'adorais aider les entrepreneurs, s'ils me demandaient quelque chose, j'adorais essayer à tout prix de délivrer quelque chose, de les aider, mais... T'étais pas sur le terrain, l'histoire du coach, mais t'étais extrêmement actif, parce que à chaque fois qu'il y avait un investor report, chaque mois ou chaque trimestre, en tout cas on espère, les entrepreneurs envoient un petit mail pour nous expliquer où on est la boîte. Et chaque fois, j'avais l'impression qu'on parlait de toi et qu'ils te remerciaient et que t'étais parmi tous les investisseurs le seul qu'on remercie. Donc, mais t'étais donc sur le terrain, mais sans être vraiment sur le terrain, c'est ça? Exactement. On me disait, mais Eduardo, je comprends pas. T'as le ticket le plus petit dans la cap table. T'as pas quasiment de shares, mais t'es celui qui aide le plus. Et en fait, c'était parce que j'étais passionné. Parce que, en fait, cette histoire de 0 à 1, où c'est pas encore manager des people, mais c'est plus craquer, trouver ce PMF, ce fameux PMF, et craquer un peu les sujets du début. Moi, ça me passionne. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et chaque boîte est différente. Chaque boîte a des challenges différents. Et donc, oui, j'ai aidé plein d'entrepreneurs à trouver leur cofondateur ou à trouver du talent, à itérer sur le produit, à itérer sur le go-to-market, à préparer la prochaine levée de fonds, faire les intros, gérer la levée avec eux, leur expliquer ce que c'était une liquid pref ou une clause de bad liver, good liver, parce que c'est vrai que quand tu l'as lu la première fois, ça te semble un peu bizarre et injuste en tant qu'entrepreneur. Donc tout ça, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et franchement, ce que je retiens, c'est les amitiés que j'ai fait. J'ai rencontré quand même des gens incroyables. Et ça a duré de 2018 à... Donc, j'ai commencé en tant que BA, on dirait, en 2016. Et après, j'ai continué en tant que GP chez Secret Fund. Donc, le manager en 2018. Du fonds. Ouais. Exactement. Et j'ai arrêté d'investir en 2022. 2021. Fin 2021. Pour être très clair, t'as arrêté d'investir avec le fonds. Exactement. Puisqu'on avait fini d'investir le fonds. Exactement. Et tu vas nous raconter comment ça s'est fait, mais par contre, tu continues à investir un petit peu le temps qui te reste en business angel. C'est ça. Et en fait, ça a été une expérience incroyable. On a fait 66 investissements en 3 ans. J'ai exécuté ces 66 deals. En fait, ce que j'avais vraiment sous-estimé, c'est l'admin. L'admin dans un fonds est horrible. Et quand tu es un petit fonds, t'as pas forcément les moyens de recruter une équipe qui gère. À chaque fois qu'on faisait un investissement, il fallait faire une note d'investissement. Il fallait faire un comité avec la société de gestion parce qu'on avait une société de gestion tierce. En fait, long story short, je passais entre 25% et 33% de mon temps à faire de l'admin, du reporting, du legal. Et en fait, ça, c'était vraiment un point. Là, c'est le moment où j'ai commencé à plus aimer. Ouais, j'ai senti. On t'a récupéré la petite cuillère. Nous, pour que tout le monde comprenne, on était associés dans le fond,
Mais le seul qui était totalement actif à 100%, c'était Eduardo. Et nous, les 4 autres, on avait la partie plutôt sympa. C'est-à-dire qu'on parlait à 2-3 entrepreneurs par semaine, ce qu'on faisait par ailleurs depuis très longtemps en tant que business angel. Et on avait un comité d'investissement tous les mardis, je crois, pendant 1 heure et demie. Et pendant ça, et le reste du temps, il y avait Eduardo qui trimait en se battant avec l'administration, avec tous les reporting à faire et en aidant les entrepreneurs, quoi. Exactement. Ça, c'est quand même une période que tu as aimée au départ, sur laquelle t'as donné beaucoup d'énergie et qui t'a un peu... Ouais, c'est ça. C'est qu'à la fin, moi, ce que j'aime, c'est backer les entrepreneurs, passer du temps avec eux, les aider. Cette partie-là, j'adore. Mais tout le reste, gestion des API, reporting, admin et tout ça, c'est vraiment... c'est pas... Intellectuellement, c'est pas très fun, quoi. Non, c'est pas. Et donc, du coup, c'est pour ça que on a discuté quand même pendant un moment de est-ce qu'on monte un deuxième fonds, Ouais. parce qu'à cette époque-là, on devenait très visible, tous les autres fonds nous connaissaient. Malgré notre nom. Voilà. C'était marrant parce que ça a vraiment fonctionné, cette histoire de secret. Notre petite célébrité pendant quelques temps. C'est ça. Et après, moi, j'ai dit, ouais, franchement, moi, j'ai pas envie de monter un deuxième fonds, j'ai pas envie de m'engager encore sur 10 ans avec un autre véhicule. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est pas grave, je continue en tant que BA, je gère. Là, à cette époque-là, quand on a fini le fonds, entre mes lignes perso et les lignes du fonds, je devais avoir une centaine de lignes, quoi. Et très franchement, on l'a structuré d'une façon qui était scalable parce qu'on n'était pas dans les boards. Mais ça restait quand même, y avait quand même pas mal de choses à faire toutes les semaines. Ça couvrait pas une semaine à part entière. Mais je me suis dit, bon, je reviens à faire des investissements en tant que BA et j'arrête, je monte pas un deuxième fonds. Mais pas forcément avec un projet de monter une deuxième boîte. J'avais pas ni l'idée ni l'envie. Ouais, moi, je me rappelle de cette époque, donc 2022, c'était 2021-2022, c'est ça? C'était, 2021-2022. On décide. En plus, il y avait le Covid. Ouais, il y a le Covid. Tu décides aussi de partir de ce projet familial, de déménager à Madrid. Tu regardes un peu à droite à gauche, potentiellement pour lever des fonds, mais sans vraiment y croire, j'ai l'impression. Et raconte tout, du coup, parce que c'est quand même le sujet de ce podcast. Quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu veuilles repartir, comme tu le dis, te remettre sur le ring, rentrer sur le terrain et te relancer à nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et parmi toutes les idées, parmi tout ce que tu as vu, pourquoi sur celle-là? Tu vas nous raconter, parce que c'est quand même celle qui t'occupe aujourd'hui et qui est le centre de l'intérêt. Ouais, c'est clair. En fait, c'est à l'inverse de la première boîte que j'ai montée qui était vraiment, je cherchais à monter une boîte. Là, je déménage en Espagne et j'installe une eSIM dans mon téléphone. Donc une eSIM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une carte SIM physique, mais elle est dématérialisée, c'est-à-dire on scanne un QR code et on rajoute une deuxième ligne dans notre téléphone qui nous permet d'avoir accès à de la data à un prix pas cher quand on voyage, ou il nous permet aussi d'avoir juste une deuxième ligne. Par exemple, moi j'ai ma ligne française et ma ligne espagnole, je voulais garder mon numéro français, je devais avoir un numéro espagnol pour la banque, pour tout un tas de services. Donc j'installe cette eSIM, et là, j'ai un peu une claque parce que je me dis, wow, la distribution des produits télécoms a changé pour toujours. Si tu réfléchis bien, avant les eSIM, si tu voulais acheter un produit télécom, il fallait aller dans un magasin Orange ou il fallait aller dans le site d'Orange et le commander et attendre 3 jours, 5 jours que ça arrive par la poste. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ça va quand même disrupter le monde des télécoms. Ça paraît vraiment une connerie. Excusez-moi le langage. Mais ça va vraiment, je pensais vraiment que ça allait changer tout le marché télécom et ça allait le rebasculer. Parce que on rentrait dans un monde dans lequel on pouvait télécharger une app et en l'espace de 2 minutes, souscrire à un service télécom. Sans devoir aller dans une boutique Orange, sans devoir faire la file, sans devoir chipoter avec un petit bout de métal pour pouvoir enlever sa carte SIM. En fait, un clic. C'est ça. Et l'analogie un peu que tout le monde connaît, c'est Revolut. Quand Revolut a démarré, Revolut, c'était pas une banque. Revolut, c'était une carte de crédit.
une app qui te disait en temps réel les transactions que tu faisais et de frais de retrait quand tu partais à l'étranger, peu cher, voire gratuite. C'était ça Revolut au début. Et si tu regardes aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Revolut? C'est un empire bancaire. Et pourquoi est-ce qu'ils ont eu un tel succès? C'est tout simplement parce que, ils ont digitalisé la création d'un compte bancaire, entre guillemets. Donc tu pouvais, dans ton canapé, chez toi, en tout confort, en quelques minutes, ouvrir un compte, faire ton KYC et commencer à faire des transactions sur Revolut. Bon, à cette époque, il fallait quand même recevoir la carte bancaire, mais quand même, c'était relativement simple si tu le compares à aller à la banque, passer du temps. Et en fait, la même chose est en train d'arriver au secteur des télécoms avec des eSIM. Petite parenthèse, j'avais écouté un podcast justement il y a quelques années sur de Daniel Ek, le patron de Spotify, qui disait que t'as pas craqué un marché tant que t'as pas créé un business qui a 3 particularités: le fait d'être digital, global et automatique. Et justement, il parlait du marché de la fashion en disant que personne n'avait encore craqué ce marché parce que, et ça se voyait d'ailleurs parce que H&M, je crois qu'il est le plus gros acteur du marché, a que 2-3% des parts de marché parce qu'ils ont pas, il y a encore aucun business qui rassemble ces 3 qualités. Et en vérité, ce qui est en train de se passer dans le secteur des télécoms, c'est qu'il y a moyen aujourd'hui, et c'est ça que tu es en train de faire, tu vas nous raconter, de créer quelque chose qui soit digital, global et complètement automatisé, quoi. Exactement. Et en fait, ça change un peu le paradigme. Ça change le paradigme de télécom sur plusieurs aspects. Si tu regardes la structure de coût d'une société de télécom, oui, il y a les antennes. Regardons plutôt les MVNO. Free, par exemple. Free, ils ont commencé à déployer des antennes aussi, mais regardons un MVNO pur, un énergie mobile ou un Lika Mobile. Donc c'est les opérateurs virtuels, c'est ça? Exactement. C'est pas eux qui ont les licences, c'est pas eux qui déploient des antennes sur le territoire. Exactement. Okay. Mais ils font tout le reste, c'est-à-dire ils font le marketing, ils font la relation client, donc service client, etc. Ils distribuent les cartes SIM physiques, ils font tout le reste, tout pareil comme un opérateur télécom. En fait, si tu regardes ces groupes-là, il faut un budget marketing géant pour acquérir un user. Il faut avoir les équipes, il faut avoir un endroit où tu distribues ces cartes SIM. Donc, qui dit un endroit, dit les coûts des locaux, les employés, le stock des SIM et de téléphones. Donc, en fait, tu sommes tous ces coûts, c'est quand même assez capital intensive. C'est-à-dire, il y a un capex, il y a un investissement initial qui est loin d'être négligeable. C'est déjà mieux que d'être un opérateur physique, c'est ça? C'est déjà mieux parce que t'as pas les capex des antennes. Okay. T'as pas à déployer les antennes, t'as pas à dépenser des milliards pour avoir la licence pour le spectre des télécoms. Mais ça reste très capital intensif en termes de people, en termes de coûts. Donc vous allez une étape plus loin. Voilà. Et donc l'idée c'est là, t'as une app et c'est dans l'app que tu fais tout. Et donc c'est très customer centric parce que tu télécharges une app, tu installes la eSIM qui est digital 100% directement au sein de l'app et après tu achètes toi-même les plans. Tu vas aux États-Unis, tu pars faire un road trip aux États-Unis, tu as besoin de data, c'est hyper simple, tu télécharges notre app, tu installes eSIM. Toujours pas donner le nom, hein. J'attends parce que... C'est parce que je vais donner l'exemple de ma femme qui m'a dit hier, je pars en Suisse pour 2 jours et je vais mettre le nom de ta boîte. Et je me suis dit, ça y est, c'est un... La seule chose qui comptait pour elle, c'est être sûr qu'elle avait son ticket de train, enfin son ticket d'avion et sa eSIM, quoi. Exactement. Et on est accro à la data. Et en fait, tu parles du nom. Le nom, en fait, ça a été un processus. Alors, j'ai la chance de travailler, d'avoir une cofondatrice qui est très très forte. Alors tu vas nous expliquer comment, quand on relance une boîte à nouveau, comment on s'organise différemment? Qu'est-ce que t'as fait différemment et qu'est-ce qui a fait que tu penses que t'es dans une meilleure posture pour réussir, pour mieux réussir? Si ça te dérange pas, je veux commencer avant. Déjà, pourquoi je monte cette boîte? Parce que c'était pas forcément intuitif. J'ai beaucoup résisté l'idée de monter cette boîte. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de rentrer
pour cette histoire. Sachant que je repars pour 10 ans, c'est hyper prenant, j'en ai pas besoin. J'ai pas le besoin ni financier, ni autre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Exactement. Et en fait, à la base, en fait, je pense qu'il y a deux principales raisons pour lesquelles j'ai monté Colette, je dis. K-O-L-E-T. Colette, exactement. K-O-L-E-T, qui est un anagramme de telco, pour dire qu'on va changer le monde de telco pour toujours. Mais avec un K. Qui porte votre mission. Exactement. Et en fait, les deux raisons, à la fin, c'était... la première, c'est que je sentais que j'étais devenu un peu mou en investissant. J'avais perdu un peu l'énergie, la flamme, la passion. Cette passion que j'avais retrouvée chez Jean-Daniel Guyot, que derrière j'avais eu chez Keldoc. C'est le soleil de Madrid. Exactement. Non, mais même, j'ai passé quand même 9 mois à Madrid avant de décider que je montais Colette. Et même ma femme, elle me l'a dit, quand j'ai eu l'idée, quand j'ai commencé à je sais pas, j'arrivais pas à travailler dessus. C'était comme un virus qui était rentré dans mon corps et ça me prenait. J'étais à fond, je voyais pas les heures passer. Et en fait, je me rappelle la première fois que tu m'as appelé pour partager l'idée. T'avais pas encore lancé officiellement, et je sentais que ça te prenait dans les tripes. Et j'avoue que je t'avais jamais vu comme ça, quoi. Et c'était très beau. Ça a dû ressembler à la première fois que t'as entendu Jean-Daniel Guyot te pitcher Capitaine. Oui, il y a un truc, ça devient vraiment ton bébé. Et je pense que quand tu investis, t'as pas cette relation aussi intime avec la boîte. Et moi, ce qui comptait le plus pour moi, c'était, j'ai 2 enfants, Raphaël et Isaac, et ils ont 4 et 2 ans, et j'avais pas envie qu'ils voient leur père en mode mou. J'avais envie qu'ils grandissent en voyant leur père en mode passion, parce que c'est ce que j'ai eu moi aussi. J'ai eu mon papa, les hauts, les bas. J'avais envie de leur donner cet exemple-là, que je réussisse ou que je réussisse pas avec cette société. Il est toujours là, ton grand-père, d'ailleurs? Non, il est pas là depuis un moment, ni mon papa. Donc ouais, ils sont là-haut et j'espère qu'ils regardent et qu'ils sont au minimum pas déçus, peut-être fiers. mais ouais, j'avais envie qu'ils voient ça. Et après, notre vraie mission au niveau de la boîte, c'est accélérer le taux auquel l'espèce humaine a accès à un Internet accessible, simple, transparent et affordable en anglais, donc on dirait pas cher. Ouais. Abordable. Exactement. Et cette mission me plaît particulièrement parce que moi j'ai grandi à Bilbao. La majorité de mes amis d'enfance, ils sont restés à Bilbao. Ils font des jobs un peu locaux. Ils travaillent pour Hertz à Bilbao. Et moi, grâce à Internet, grâce au fait que mon grand-père avait un ordinateur, que j'avais un modem, j'ai commencé à me nourrir sur tout ce qui se faisait dans le monde, que Internet existait, que Google existait. Et en fait, ça c'est la PR story ou c'est la vraie histoire? Je te jure que c'est vraiment la vraie mission. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est une chose de monter une boîte, ok, que mes enfants me voient excité, mais en fait, pourquoi j'étais excité, c'est que ça me fait, à la base, j'ai quand même fait des études de télécom. Mais après, quand j'ai regardé les sociétés de télécom et que je voyais qu'ils étaient tout sauf customer centric, parce que c'est vrai, t'as un problème, t'appelles un call center, tu mets 5 minutes à parler à quelqu'un, c'est ultra compliqué de trouver une solution. Et tu t'es pas dit, parce que pour moi, quand je pense eSIM ou un SIM à l'étranger, je vois ces petits marchands dans les aéroports, ces petites boutiques, etc. J'ai l'impression que c'est une espèce de business de vendeur de tapis. Et ça t'a pas fait peur, ça? En fait, je vais pas raconter la démarche complète, mais en fait, l'eSIM, pour moi, c'était juste le point de départ, c'était, ok, la distribution des produits télécoms a changé pour toujours. Et donc, je me suis dit, ok, quelle est la meilleure façon de distribuer, de faire rentrer mon produit, de faire rentrer les eSIM et mon app
dans les téléphones des gens. Est-ce que c'est monter un MVNO 100% digital et venir concurrencer Orange, SFR, Bouygues, etc. Bah là, il faut se réveiller tôt le matin, avoir un vrai budget marketing parce que tu es en concurrence avec des groupes qui sont quand même assez costauds. Et je me suis mis à réfléchir. Bon, déjà, l'industrie télécom a le pire NPS de toutes les industries, mais tu regardes et le sous-secteur de télécom qui a le pire Le pire NPS, pour ceux qui savent pas, c'est le score de satisfaction. Exactement. Net Promoter Score. Et en fait, j'ai regardé et il y avait une feature dans le télécom qui avait, là, ça provoquait une réaction viscérale. On insultait les opérateurs. C'était quand on voyageait à l'international. Dès qu'on part à l'international, la majorité d'opérateurs fonctionnent. Ouais. Et donc, en fait... Ça, c'est le moment où tu arrives sur le tarmac et que tu vois que tu as eu... Alors, tu n'as même pas encore touché ton téléphone. T'es arrivé à la limite des 60 €. On t'a volé 60 € et ta carte SIM est bloquée, quoi. Exactement. Ça, c'est vraiment l'enfer, quoi. Et je me suis dit, OK, donc, il y a eu 3 choses. Et donc, en fait, l'idée de base, c'était de dire, OK, et si on crée un opérateur, un MVNO virtuel dédié, dans un premier temps, au roaming, donc à la consommation de data quand on voyage à l'étranger, et que je distribue ce produit grâce aux sociétés du monde du travel, donc, grâce aux compagnies aériennes, aux online travel agencies, donc aux agences de voyage en ligne, aux sociétés d'hébergement. En fait, toutes ces boîtes-là ont la connaissance que tu vas voyager à un pays donné pendant des dates données avec X personnes. Donc en fait, ils ont toute l'information clé avant tout le monde. C'est la première chose que tu fais, hein, d'ailleurs. Quand tu décides, je pars en Australie, la première chose que tu fais, c'est réserver ton vol et ton logement. Donc ton idée, c'est je vais rentrer dans un marché qui va être complètement disrupté par sa digitalisation via de l'eSIM à l'étranger et grâce aux compagnies aériennes ou aux agents de voyage, c'est ça? Parce que ils vont prescrire ton produit, c'est ça? Exactement, parce que ils le font déjà. C'est-à-dire quand tu arrivé quand ça, cette idée? En fait, c'est juste pour nous remettre un peu. En fait, je cherchais ce qu'on appelle en anglais le wedge. Le wedge, c'est comment est-ce que je rentre? Pourquoi est-ce que le user vient télécharger mon app? Et quel est le use case et qu'est-ce qui ferait que le coût d'acquisition client est bas? Le wedge. Okay. C'est le wedge. En fait, en anglais, on dit le wedge parce que c'est en fait quand tu es en train de couper un arbre, si tu coupes toujours dans le même angle, il y a un moment donné où le dernier, en fait, ça a pincé ta hache comme ça. Exactement. Et tu fais tomber l'arbre parce que vraiment, t'as trouvé l'endroit où il faut frapper à chaque fois. Et en fait, une fois que tu débloques le wedge, donc le wedge de Revolut, c'était quoi? C'était les frais de retrait quand on partait à l'étranger. Ta banque, elle te facturait 20 €. Revolut, c'était gratuit. C'est la raison pour laquelle les gens, au départ, ont téléchargé l'app. Exactement. D'accord. Et donc, c'était ça le wedge. C'était pas ça la vision future de qu'est-ce donc, que... ton wedge, c'était les gens se font massacrer sur les prix du roaming de la data à l'étranger et je veux venir résoudre ce problème. Exactement. Et pourquoi? Parce que, c'est l'opportunité de créer une marque. On passe d'une expérience pourrie à une expérience qui est géniale. Pourquoi géniale? Parce que je t'offre 1 giga en plus. C'est-à-dire que tu vas voyager en Argentine et c'est Air France qui te dit, bah tiens Thibaut, je te donne 1 giga gratuit pour ton voyage en Argentine pour que tu testes ce que c'est voyager avec de la data. Ça fait partie de l'idée. Le fait d'intégrer, avant de lancer la boîte, tu savais que en offrant 1 giga gratuit, tu allais pouvoir... Je pourrais dire que oui, mais non. La réalité, c'est que c'était Anne-Carole Cohen, ma cofondatrice, qui a eu l'idée. Parce que j'ai la chance d'avoir une équipe ultra expérimentée. Donc, il y a Anne-Carole Cohen qui est notre cofondatrice et CMO, qui était l'ancienne CMO de Swile et de Captain. Jérémy Godland qui était l'ancien CTO de Cajou. Donc là, l'app de livraison de groceries, de courses. Qui a été racheté par Flink, et Mehdi qui avait passé 15 ans dans les télécoms, qui était mon pote de télécom de l'époque. Et ça, ces gens-là, t'as pu les attirer au tout départ de l'aventure parce que justement, c'était ta deuxième aventure. Oui, c'est sûr que j'aurais jamais pu avoir une équipe d'une telle calibre si c'était ma première boîte. Et ça change la donne? Ça change complètement la donne. Mais tout, ça en fait, ça change à la fois l'aventure humaine, c'est une aventure humaine collective. Ouais, et que dans laquelle il y a beaucoup plus de débats, il y a beaucoup moins de
comment dire, on a tous appris plein de choses différentes. On a tous des perspectives différentes. Et d'ailleurs, on a dû apprendre. On a eu un coach pour nous aider à communiquer parce que parfois, on était tellement, on dit en anglais opinionated, je sais pas comment le dire en français. Des opinions fortes, quoi. Ouais. Des opiniâtres. C'est ça, que ça crée des clashs. Mais c'est de là que les meilleures idées sont nées, comme le giga gratuit. Le giga gratuit, Anne-Carole l'a proposé. Moi, c'était pas contre. J'étais no way qu'on fasse ça. Parce que d'un point de vue business, t'es en train d'offrir quelque chose qui nous coûte de l'argent. Mais de quoi tu me parles? Alors qu'aujourd'hui, c'est la martingale, c'est ça qui fait. D'accord. Donc en fait, c'est souvent de ces genres de conversations-là qui, moi je trouve que les meilleures idées sont nées parce que Elle est plus à même quand on a un peu plus d'expérience, qu'on a déjà vécu de première boîte, d'accepter le feedback des autres. Bah, je pense que oui, je pense que j'ai progressé. T'as pas l'air d'y croire. Non, j'essaie de faire et te comparer. Mon analyse, de m'analyser moi-même de pourquoi, parce que c'est vrai qu'avant, mon gut feeling comptait énormément. Et maintenant, c'est vrai que aussi en étant entrepreneur, en ayant investi dans tellement de sociétés, je sais que mon gut feeling est très souvent vraiment pas la bonne marche à suivre. Et donc du coup, j'ai pour moi entretenu l'idée. C'est-à-dire, j'ai dit ok, moi je suis contre, mais vas-y, raconte-moi pourquoi. Et elle m'explique, bon, bah, la plupart des gens n'ont jamais installé une eSIM dans leur téléphone. Ils connaissent pas la technologie. Donc, ils ont déjà des barrières psychologiques. Pourquoi t'as envie de, en plus, leur facturer de l'argent? Personne va payer. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vends à tout le monde Colette en leur disant, je leur dis pas utilise Colette, je leur dis utilise Colette, t'auras 1 giga directement gratuit. C'est-à-dire que c'est partie de la marque, presque. Et si tu réfléchis un peu, Anka, elle n'a pas eu cette idée par hasard. Uber, quand ils se sont lancés, franchement, aujourd'hui, on a du mal à... T'as des bonnes références, hein, Uber, Revolut, etc. Ça renvoie Non, mais parce où que... tu veux aller. Oui, bah, c'est sûr qu'on a beaucoup d'ambition, mais c'est surtout que c'était quand même des pionniers. C'est vraiment Uber qui a inventé le referral B2C. C'est-à-dire, cette idée de que on t'envoyait 10 € pour ta première course et que du coup, tu découvrais, parce que jusqu'à présent, c'était même pas envisageable que tu puisses ouvrir une app dans ton téléphone, appuyer sur un bouton et que un taxi ou une voiture vienne te chercher. Et donc, en fait, il fallait dépasser cette première... évangéliser le marché. Exactement. Et la meilleure façon de le faire, c'était, vas-y, ça va te coûter 0. Tu veux rentrer chez toi? Bah, utilise Uber. Tu pourras aller de point A à point B. Et une fois que tu utilises la première fois, bah, tu prends le réflexe, tu te dis, c'est génial, je vais le refaire, je vais le refaire, je vais le refaire. Et donc, en fait, il avait tout à fait raison. Et c'est ce qu'on constate d'ailleurs. Les gens, ils utilisent le giga, mais dès que le giga est consommé, ils top up, ils utilisent la data. Et en fait, c'est une excellente façon de les faire rentrer dans le monde des eSIM. Et donc, du coup... Surtout que, à l'heure actuelle, 1 giga, c'est vite consommé. Oui, mais en fait, les gens, ils sont prêts à payer, hein. C'est ça qui est dingue. Parce que, dis-toi que t'as payé potentiellement 500 à 1000 €. On parle d'un voyage international en dehors de l'Europe. Donc, t'as payé potentiellement 500 à 1000 € de vol. T'as payé l'hébergement. C'est quoi rajouter 30 € pour t'assurer que t'as de la data tout le temps, que t'as Google Maps tout le temps pour aller de point A à point B, que t'as les reviews des restos pour pas manger dans des... T'as quoi pour 30 € sur Colette? 20 gigas. Pendant 30 jours. Ce qui est nécessaire pour la plupart des gens normalement constitués et pas trop addicts à leurs réseaux sociaux. En fait, les plans, ils commencent à 3,99 € pour 1 giga. Et le plan le plus gros, c'est 20 gigas, 29,99 €. Si je compare ça au prix que les opérateurs te facturent, il y a des opérateurs qui, par exemple, tu prends SFR, tu pars en Thaïlande, c'est 13 200 € le giga. Oui, c'est ça, c'est exactement. Moi, j'ai eu des 13 € le méga. Voilà. C'est-à-dire que tu reçois une photo d'un pote sur WhatsApp, ça te vaut 80 balles, quoi. Ça te coûte 80 balles. C'est quand même fou quand tu y penses. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis dit, ok, bah, là, on a l'opportunité de créer une marque. On passe d'une expérience vraiment merdique à une expérience dingue parce que t'as 1 giga gratuit, tu découvres un service, tu découvres ce que c'est voyager avec de la data.
faut comprendre que 70% des voyageurs internationaux désactivent le data roaming et utilisent le Wi-Fi dans le resto et dans l'hôtel. Et donc, en fait, là, on est les premiers à venir les éduquer en leur filant 1 giga gratuit. Et pour moi, ce saut d'une expérience merdique à une expérience géniale, c'est ça qui crée une marque. Il existe quand même. Moi, je me rappelle, j'étais parti à l'étranger là, il y a quelques mois et j'avais essayé de télécharger eSIM parce que justement, Colette était en bêta, en développement, et j'avais été confronté. Et il y a quand même pléthore d'applications qui te permettent de le faire. Elles offrent pas de giga gratuit, elles sont de piètre qualité. Il y a plein de petits détails qui comptent. Donc déjà, oui, il faut une distribution très B2C. Et le problème de la distribution B2C, c'est que la majorité de gens n'est pas au courant que ces eSIM existent, que tu peux avoir de la data à l'étranger. Okay. Je me souviens même quand je t'ai appelé, je t'ai demandé si tu connais les eSIM. Tu m'as dit, bah non. Et d'ailleurs, c'est pas que toi. C'est toutes les BA qui ont investi dans Colette, tous les VC qui ont investi dans Colette. Pendant le roadshow, je connaissais de la notion de eSIM, mais je savais pas que mon téléphone, qui avait une SIM physique, était aussi compatible eSIM. C'est ça. Et exactement ce que tu viens de dire, c'est notre plus gros frein à l'adoption. C'est que les gens, c'est très abstrait pour eux, une eSIM. Ils comprennent pas déjà que tu peux avoir ta carte SIM et une eSIM en simultané. Et donc garder ta ligne téléphonique et router la data via l'eSIM. Une ou plusieurs d'ailleurs, non? Exactement. Ils comprennent pas. Après, tu demandais c'est quoi un peu notre différenciation, notre secret sauce, c'est la distribution, le fait de le faire via les partenaires et pas aller sur Google AdWords, Instagram. Pourquoi? Parce que les gens, il y en a peu qui cherchent ça. Donc ça, vous avez mis directement en place. Enfin, vous êtes en train de mettre en place. C'est le début de l'aventure. Là, on est. Bah là, ça y est, on a quelques gros partenaires. On est live avec Exotica, qui est l'OTA, qui a la plus grosse croissance au monde. Qui est basé en Espagne. OTA, Online Travel Agency. Pardon, okay. Maintenant je suis devenu voyage en ligne. Exactement. Et on est live aussi avec Almosafer, qui est pareil, l'agence de voyage en ligne la plus grosse de Middle East, 5 millions de voyageurs par an. Ils ont déjà commencé à ils sont live. Vous référer. D'accord. Et tu vois. Et du coup, tu peux traquer les taux de conversion. Exactement. Tu es en train d'acheter ton vol et on te dit, est-ce que tu veux 1 giga gratuit? Tu dis oui. À la fin, tu payes ton vol. Et nous, directement, on t'envoie un petit mail pour te dire, tiens, t'as 1 giga gratuit pour ton voyage aux États-Unis. En fait, c'est une façon très seamless de rentrer dans ce monde ici. Donc, c'est cette distribution qui est très différente. Et j'ai envie de dire que même le produit est différent parce que notre funnel de conversion commence chez notre partenaire et finit chez nous. Là où une app B2C, c'est une app B2C et ils voient la compagnie aérienne ou l'agence de voyage en ligne comme un canal d'acquisition lambda. Et donc, il y a plein de compromis côté produit à faire si tu veux que ce flux soit hyper seamless pour l'utilisateur final. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on s'est dit dès le début qu'on voulait vraiment que notre envie n'était pas juste d'être un revendeur, comme tu dis, un vendeur de tapis, un revendeur de cartes SIM, mais on voulait un jour devenir ton opérateur télécom principal. On aime VNO, mais ton opérateur de télécom principal. Et ça nous a guidés sur tout un tas de choix. Surtout les choix techniques, c'est-à-dire est-ce qu'on investit pour avoir une couche télécom comme un opérateur ou pas? Et donc là, tu prends 99,9% de nos concurrents, tu pars en Colombie, tu dois installer une eSIM. Derrière, tu dois désinstaller la eSIM. Tu pars aux États-Unis, tu dois installer une nouvelle eSIM, désinstaller la eSIM. Installer une eSIM, en vrai, ça prend 2-3 minutes, mais c'est pas quelque chose que tu as envie de faire, en vrai. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, déjà, on va créer une plateforme d'eSIM dans laquelle on plug tous les opérateurs télécoms. Comme ça, tu auras une eSIM installée que tu gardes dans ton téléphone et dès que tu voyages, tu achètes ton petit blanc dans ton app mobile et ça y est, Donc, pour cette seconde boîte, j'ai envie que tu dises, j'ai pas envie que tu dises, mais je t'entends dire que tu as une vision très claire qui te permet d'imaginer les différentes étapes et la direction qu'elle prend. C'est quelque chose de différent. T'avais pas la même conviction et pas la même vision lors de ta première?
La première, c'était un mélange d'un copycat, parce que c'était un mercenaire, copycat, en fait. et c'était pas forcément mercenaire en mode je veux faire de l'argent. Non, c'était j'ai envie d'entreprendre. Ok. Et cette idée me paraît bonne, elle correspond à quelque chose qui me plaît, valeur sociétale, opportunité de créer quelque chose qui compte dans le monde, etc. Et voilà, je me suis lancé sans passion, sans... Là, cette idée de dire je veux changer le monde télécom et que demain, les opérateurs télécoms vont traiter tous leurs clients, c'est-à-dire que je veux forcer les opérateurs télécoms à se niveler à l'expérience télécom que moi je veux proposer, ça me plaît énormément. Si dans 10 ans, j'arrive à faire changer... C'est la mission, le niveau d'ambition, c'est le mix des deux? Qu'est-ce qui te plaît? Oui, c'est changer un secteur qui me paraît fondamental. Tu sais, il y a quand même 2 à 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet aujourd'hui, en 2024. Ça paraît dingue quand même, hein. Ça, c'est quand même plus d'un tiers de la population qui n'a pas accès à Internet. Et quand je vois ce que Internet a fait pour moi, pour mon parcours, pour ma carrière, moi, j'ai envie de démocratiser ce service à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est une des missions. On est en train de faire l'application pour B Corp. Et en fait, un des trucs sur lesquels on veut s'engager, c'est créer ce qu'on appelle un fonds de data. Et en fait, l'idée, c'est que tu puisses donner l'excédent de data qui te reste après un voyage pour qu'on donne l'accès aux données aux gens qui n'ont pas accès à Internet. Et donc, ce mix de, faire en sorte que tout voyageur soit connecté, parce que quand tu voyages, tu as particulièrement besoin de data. Tu as particulièrement besoin d'être connecté, de te sentir safe. Tu as accès à WhatsApp, tu as accès à Google Maps, tu as accès à Uber pour prendre un taxi et retrouver ton hôtel. Tout ça, je pense que s'il y a un moment où tu as besoin de ça, c'est quand tu n'es pas chez toi. Donc déjà, résoudre ce problème-là. 2, essayer de démocratiser l'accès à Internet beaucoup plus. Et 3, changer toute l'industrie des télécoms, c'est-à-dire les forcer à être beaucoup plus customer-centric. Si tu regardes l'industrie télécom aujourd'hui, c'est du gros marketing. On te donne 20 gigas pour 20 €, c'est génial. Mais après, tu regardes la petite ligne, tu regardes le petit PDF derrière qui dit si t'appelles le Congo, c'est 5 € la minute. Si tu pars en Thaïlande, c'est 13 € le méga. Et en fait, ça, c'est pas être customer-centric. Ça, c'est apparaître être customer-centric, mais derrière, maltraiter ton client. Et en fait, ce que je veux, c'est changer cette industrie. Si dans 10 ans, on réussit à faire en sorte que les opérateurs télécoms eux-mêmes commencent à se poser des questions, commencent à mieux traiter les clients, je serais hyper heureux. Et je pense que j'ai pas l'ambition de prendre tout ce marché. Il est géant. Je pense que si on fait les choses proprement, déjà, on prendra un morceau relativement large du marché et on pourra créer une société qui sera géniale, qui va un peu marquer les esprits des gens et qui va, entre guillemets, j'aimerais que quand j'aurai 70, 80 ans et que je serai en train de discuter avec mes petits-enfants, je pourrais raconter ça, je serais fier de avoir créé cette société, avoir changé un peu les codes dans ce monde télécom. Et c'est ça c'est ça un peu ce qui me fait me réveiller le matin. C'est pas ni l'envie de. Et tu crois faire que ça va te tirer pendant on verra bien, hein, pendant les 10 prochaines années? C'est quoi ton record? C'est 3 ans et demi. Ouais, c'est pas très long. Il va falloir que tu t'engages pour plus longtemps. Tu penses que, et on va bientôt finir. Qu'est-ce que tu attends de ta deuxième entreprise, de toute nouvelle aventure? Qu'est-ce que tu veux qu'elle t'apporte? Tu as parlé beaucoup de la mission, hein. Tu as parlé beaucoup de l'ambition, tu as parlé beaucoup de laisser une trace. C'est ça que tu recherches dans cette nouvelle aventure? Un peu à te marrer aussi, à passer du bon temps. C'est ça. Je dirais que c'est une combinaison d'une aventure humaine. C'est aussi un peu comme un sportif. Tu sais, quand t'es inscrit au JO, t'as la pression. T'as la pression de t'entraîner parce que tu sais qu'en face, ils s'entraînent. Là, c'est un peu cette pression que je sentais pas depuis 2015. Quand je des concurrents qui sont là, qui sont. Il y a des concurrents qui sont là. Les opérateurs existants. Pas trop. Il y en a qui essayent de se positionner, mais il y a Free par exemple, Xavier Niel avec Gomo World qui fait un service concurrent B2C. Mais il y a surtout des startups et il y a surtout des copycats qui vont venir. Il y a
Il y a plein de différentes À forces. partir du moment où les gens vont écouter ce podcast, tu vas avoir des millions de gens qui vont vouloir le lancer, quoi. Exactement, en plus, mais tant mieux, parce que ça va changer les télécoms. Et quand tu me dis, c'est quoi ton ambition? Bah, c'est changer le monde des télécoms. C'est le rendre plus accessible, plus simple à utiliser. C'est-à-dire que notre test d'installation de la eSIM, toi, tu l'as vécu avant que on fasse. Ah oui, faut que avant qu'on itère sur cette retente. partie-là, c'était très complexe. Et en fait, le test, je l'ai envoyé à ma mère. Je disais, maman, je t'envoie un lien. Essaye de faire ce qu'on te dit. Et elle a réussi. 14 fois, elle a pas réussi. On a itéré pendant 14 fois. À la 15e, elle a réussi à l'installer. Et c'est là où je me suis dit, OK, Je t'ai surpris. on a même des effets dans ce podcast. C'est génial. c'est- Et c'est là où je me suis dit, ouais, OK. Elle a 75 ans. Bon, elle est un peu tech quand même. Elle est pas non plus, mais je me suis dit, si elle est capable, là, on est prêt pour vraiment commencer à scaler, commencer à ramener des users, etc. Et donc, accessible, simple à utiliser et transparent. Je veux pas des coûts cachés. Je veux pas te dire, ah bah tiens Thibaut, t'as oublié, mais tiens ta petite facture. Parce que en Europe, on a les 60 € que t'as mentionné. Ça, c'était une régulation. Parce que avant, Ouais, bien sûr. Mais et même, c'est combien encore de le fois cas j'ai dans plein de appelé mon opérateur pour faire annuler une facture parce qu'il m'avait pas envoyé justement le SMS ou Et aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, si tu pars à l'étranger, tu peux te retrouver après avec une facture de 13 000 $ pour 1 giga consommé. l'enfer. Et donc, en fait, c'est envie de changer ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle Colette à la fin. C'est l'anagramme de telco, c'est pour dire on va changer les telcos à vie. Et on arrive avec une vision très forte, et donc, c'est pas vraiment juste un revendeur d'ici. On commence par là pour ensuite aller changer tout le monde de telco. Et quand je dis changer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, demain, je vais pouvoir être sur mon canapé. J'ai plus envie d'être chez Orange. Et tu passes à un autre. Et je passe chez Colette directement sur une application mobile. Je peux gérer le plan de ma famille. Je peux avoir ma fille et ma femme. Il y a énormément de profondeur, quoi. Exactement. Il y a et plein de choses qui touchent au software, qui sont vraiment software-based et que tu peux faire directement sur une app. Et en fait, c'est là où je pense que les gens n'ont pas compris la profondeur de la révolution telco qui arrive. C'est que ça va quand même, on va passer d'un monde, bah, toi, t'as vécu Revolut depuis le début. Je pense que t'es un utilisateur, assez, un power user, comme on dit. Et bah, t'as vu ce que ça fait à la banque, quoi. Ouais, mais j'espère, écoute, ton énergie est communicatrice, et tu nous donnes envie, on te souhaite, hein, Eduardo, de devenir le Revolut des télécoms, avec, et peut-être même au-delà, merci pour ton témoignage. Honnêtement, c'était hyper intéressant, c'était donc le premier épisode, j'espère que ça sera intéressant, que les gens auront compris quelle est la motivation pour lancer la première boîte. Je pense qu'on a tous des motivations différentes, mais en tout cas, la raison pour laquelle on lance la deuxième, on voit est complètement différente. Pour toi, c'était beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, et surtout, ça venait bien plus des entrailles. C'était super intéressant. Merci à toi. Merci à toi, Thibaut. C'était un très bon moment. Ouais, c'est génial de t'avoir en tant que host. Tu me mets en confiance. T'as vu, on s'est détendu avec le temps. Hein. Avec le temps, finalement. En fait, d'avoir le retour son, je trouve que c'est un peu dérangeant au départ. Ouais. Puis après, tu t'y habitues. Ça va me faire bizarre d'enlever notre casque. On a fait quand même 1h30. Je me suis dit qu'on n'allait pas partir sur un format trop long, donc j'ai un peu coupé dans l'art. Mais merci à toi, Eduardo, et à Cool. bientôt. Ciao, à bientôt.